Je suis très heureuse de vous recevoir ce soir sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au bien-être de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir Déborah Lehrer. Bonsoir Déborah. Bonsoir Herména et merci à toi de m'accueillir. Merci Déborah. Déborah, tu es psychologue clinicienne. Tu aides aussi les proches aidants au CASIP. Et puis ce soir, tu vas nous parler sur un sujet extrêmement important. Euh, Comment être un parent d'un enfant handicapé? C'est ça. Alors déjà, je vais commencer un peu par me présenter et vous dire d'où est venu ce thème, parce qu'il ne vient pas de nulle part et il vient d'une pratique au quotidien. Donc, je suis psychologue clinicienne. Je partage mon activité entre une activité libérale à Paris et mon poste de psychologue au CASIP depuis maintenant 12 ans. Voilà, j'étais dans différentes structures et puis là, j'ai intégré depuis 1 an et demi une nouvelle cellule qui s'appelle le service Saphir et qui est vraiment spécifique. On accueille, on prend en charge tous les proches aidants. Alors, pour l'instant, c'est que les proches aidants parisiens, je tiens à le préciser. Donc, on reçoit beaucoup de parents d'enfants en situation de handicap, des frères et sœurs également, des enfants dont les parents sont en situation de handicap également. Mais voilà, la majorité, c'est quand même, voilà, on reçoit beaucoup de parents. Et cette clinique m'intéresse tout particulièrement. Voilà, il y a quelque chose de très fort de recueillir leurs témoignages et je me permettrai de vous en faire part et de faire des liens tout à l'heure quand je vous en dirai un petit peu plus sur ce thème. Voilà, mais c'est toujours des entretiens très forts, très poignants. Et on voit aussi tout le courage et toute la résilience des parents dans cette situation qui, moi, me bouleverse hein, tous les jours. Et on voit que finalement, et j'ai envie, alors pour pas dire tout le temps, mais très souvent, le handicap dans l'enfant devient une force pour les parents et pour la famille. Voilà, il y a quelque chose qui se finit par se dégager, quelque chose de plus dans cette famille, une âme qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ça, je pense que c'est l'enfant qui l'apporte. Et puis, c'est tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait qu'il dégage chez ses parents, chez ses frères et sœurs. Enfin, voilà, c'est vraiment hyper intéressant et voilà, une clinique très, très riche. Donc, pour vous faire déjà un petit résumé de ce que sont les handicaps, parce qu'il y a différents types de handicaps. On les distingue en trois, et puis moi, je rajouterai une quatrième catégorie dont je vous parlerai tout à l'heure, mais on a le handicap physique. Donc, il y a des handicaps physiques visibles, je sais pas, une hémiplégie, une tétraplégie, enfin vraiment quelque chose qui va se voir sur le corps, qui va se lire sur le corps. Et il y a des handicaps physiques invisibles, par exemple la surdité. De prime abord, on ne voit pas qu'une personne peut être malentendante. Voilà, il va falloir un petit peu connaître la personne et en savoir un peu plus sur elle. On a le handicap mental. Alors là, on peut avoir les trisomies 21, les différentes formes d'autisme. Tout ça rentre dans le handicap mental. On a les handicaps psychiques, tout ce qui va être dépression, bipolarité, schizophrénie. Voilà, dans ma pratique, je reçois beaucoup de parents d'enfants schizophrènes de la communauté. Et voilà, c'est vraiment toujours des témoignages très durs, un quotidien complètement bouleversé. Donc voilà, peut-être qu'on en parlera plus longuement tout à l'heure. Et puis moi, je rajoute une quatrième catégorie qui est assez récente. Voilà, tout ce qui est 10, donc troubles des apprentissages, dont on parle énormément en ce moment. Il y a tout un tas de bouquins qui sortent sur le sujet. Enfin, voilà, c'est très à la mode, très en vogue. Et les troubles du comportement, donc tout ce qu'on appelle les TDAH, troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc moi, je les mettrais un peu à part dans une catégorie, une quatrième catégorie que je rajouterais. Pour les handicaps
handicap, on peut trouver différentes origines. Il y a souvent un terrain génétique, voilà, qui ne s'explique pas, voilà, des malformations du chromosome, enfin voilà, ça va être un peu trop scientifique, mais voilà, le terrain génétique existe. Ça peut être aussi la conséquence d'un problème survenu à la naissance. Ça peut faire suite à un accident. En règle générale, moi, ce que je constate, c'est que c'est souvent multifactoriel. Voilà, on ne peut pas tirer une seule et unique origine, à part dans certains cas très rares, du handicap, mais il y a souvent voilà, plusieurs facteurs qui expliquent ou pas la survenue d'un handicap. Et parfois, il n'y a aucune explication. Ce qui est encore plus difficile pour les parents qui cherchent, c'est ce qu'ils cherchent d'ailleurs en premier, pourquoi ça arrive, ça leur arrive, pourquoi leur enfant. Et souvent, aucun médecin ne peut leur expliquer pourquoi. Et c'est vraiment très difficile. Voilà, pour un peu évaluer un handicap, on va prendre en compte son intensité et les répercussions qu'il y a sur la qualité de vie de l'enfant, de sa famille. Donc pour ça, il y a des évaluations qui existent, il y a des entretiens cliniques, enfin, voilà, ce qui permet d'évaluer. Puis, alors, ça va servir dans les entretiens psy, mais ça va surtout servir pour tout ce qui va être allocation mise en place par la MDPH, dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, ça se base beaucoup sur les répercussions du handicap dans la vie de l'enfant et de sa famille. Moi, là où je veux en venir, à chaque fois quand je reçois une famille, et puis je remarque très vite quand finalement c'est la famille qui me fait venir à cette conclusion, c'est que le handicap, ce n'est pas une condamnation. Alors au début, bien sûr, ça l'est, et je vais vous parler un peu de l'évolution du diagnostic, mais c'est une autre manière de vivre, une autre manière de penser, mais en aucun cas une condamnation. Et ça prend du temps, c'est un vrai parcours, c'est un vrai cheminement dans l'esprit des parents, mais à terme, c'est là où ils arrivent, et c'est juste fabuleux quand on les entend dire au bout de, je sais pas, d'années d'aidance, comme on dit, que finalement, voilà, ils en ont tiré quelque chose. C'est difficile au quotidien, mais il y a eu quelque chose en plus. Et ça, c'est juste incroyable d'entendre dire des parents qui souffrent, d'entendre dire de si jolies choses, et finalement qu'ils voient leur enfant comme un enfant, comme leur enfant, alors qu'il ait 5 ans, 15 ans ou 40 ans, et qu'ils ne le voient pas que comme quelqu'un d'handicapé, hein, mais comme une personne à part entière et comme leur enfant. Et ça arrive, bien heureusement. Je vais vous parler un petit peu de l'annonce du handicap, du moment de l'annonce. Et je vais vous parler d'un témoignage que j'ai reçu il y a quelques mois de ça, d'une maman de la communauté dont le fils est malade, schizophrène. Et maintenant, il a 40 ans, son fils, et puis il a été diagnostiqué à 18 ans, donc il y a maintenant quelques années. Et elle me raconte comme ça l'annonce du diagnostic. Et elle m'a dit une expression qui m'a vraiment marquée et qui, je trouve, qui est très symbolique. Et elle m'a dit que c'était comme un orage dans un ciel d'été. Et je crois que voilà, l'annonce du handicap, pour n'importe quel parent, c'est ça. Aucun parent ne s'attend à ça. Elle, son fils, voilà, avec son autorisation, hein, je vous donne un peu le contexte, enfance, adolescence sans trop de problèmes, ça allait bien. Il avait même commencé des études de médecine. Enfin, voilà, un gars où ça se passait plutôt bien. Et puis un jour, voilà, il a décompensé, comme on dit. Hein, il a eu une bouffée délirante aiguë. Et puis tout s'est enchaîné. Il a tout arrêté. Il a mis sa vie sur pause, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et pour ses parents, ça a été vraiment ça, comme un orage dans un ciel d'été alors que tout allait bien.
Et voilà, à n'importe quel moment de l'annonce d'un diagnostic, que ce soit pendant une grossesse, à la naissance, après un accident, voilà, c'est toujours ce qui se passe. Ça vient un peu comme, ça vient marquer vraiment ce moment entre l'avant et l'après. Il n'y aura plus la même vie qu'avant, de toute façon. Et il va falloir trouver des ressources, bien que ce soit très difficile, pour aller de l'avant, pour trouver des solutions, pour se battre avec les administrations, ce qui n'est pas chose aisée du tout. Voilà, c'est un vrai combat au quotidien. Et il y a ce moment, ce premier moment, quand il y a l'annonce d'un diagnostic et qu'on entend les parents le raconter, de sidération. Il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus de son, plus d'image pour les parents, ils comprennent plus ce qu'on leur dit. Raison pour laquelle c'est très important dans ces cas-là, pour le corps médical, d'avoir à disposition des psys, parce qu'il va falloir respecter ce temps-là, peut-être différer, alors annoncer, ok, c'est annoncé, mais après différer dans l'après-coup, une fois que les choses se remettent un peu en route, et puis redire, réexpliquer avec d'autres mots, et aller plus loin dans cette annonce, dans cette explication. Mais dans les premiers instants, dans les premiers moments, ce n'est pas possible. Le parent ne pourra pas intégrer ce qu'on va lui annoncer, de toute façon, il n'entendra plus rien. Et ça, c'est une défense du corps et de l'esprit qui va se mettre sur pause. Après la sidération, il vient une autre phase, la culpabilité. Alors là, les parents vont se remettre en question, sans cesse, se demander ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont trop fait, ce qu'ils ont mal fait. Ça, c'est tout ce qu'il y a de plus légitime pour un parent qui vit cette situation. Voilà, dans un couple, ça peut créer des tensions parce que la culpabilité, elle peut être renvoyée à l'un à l'autre, ce qui est très difficile. Et souvent, il n'y aura pas de réponse parce qu'il ne s'agit pas de ce qu'on a mal fait, de ce qu'on a trop fait, de ce qu'on n'a pas dit. Voilà. Pour revenir à la situation dont je vous parlais tout à l'heure de cette dame avec son fils, elle me demandait la dernière fois, vous voyez, ça fait maintenant plusieurs années qu'elle est post-diagnostic, et elle me disait, est-ce que vous croyez que c'est parce que du côté de mon mari, ils étaient ashkénazes, et que mon fils, il a entendu son grand-père raconter l'horreur des camps et de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a pu faire qu'il ait développé cette maladie? Évidemment que ça ne peut pas être l'explication. Voilà. Ça peut faire partie d'une histoire, bien entendu. Ça peut, voilà. Mais est-ce que c'est la seule explication? Bien sûr que non. Et qu'il y a plein d'autres choses. Mais voilà, les parents cherchent des réponses. Et dans cette recherche de réponses, eh ben, il y a beaucoup de leur culpabilité qui parle. Et c'est là où, bien sûr, voilà, c'est très important pour eux qu'ils soient aidés, qu'ils soient écoutés, et même qu'on écoute leur culpabilité. Et il ne sert à rien de leur dire, mais non, c'est pas vous, vous n'êtes pas fautif, machin, vous n'avez rien fait. Ça ne sert à rien de leur dire ça à ce moment-là. Ils n'entendent pas. Donc, juste écouter et accueillir cette culpabilité, et leur dire que bah, ouais, c'est tout à fait légitime de ressentir ça, c'est que ça fait partie du parcours de proche aidant, du handicap. Voilà. Et ne pas essayer de leur envoyer une autre image, mais vous êtes super, mais voilà, ça viendra après quand ils seront capables de l'entendre. Et il y a un moment où ça vient, et ils sont capables d'entendre qu'ils sont top et qu'ils font les choses très bien et qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, mais pas à ce moment-là. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur la culpabilité. Et puis, il va y avoir le moment de deuil, et donc faire son deuil de l'enfant idéal. Quand n'importe quel parent qui attend un enfant a voilà, une idée de l'enfant fantasmé, donc ça, c'est tout à fait normal, même si je n'aime pas du tout ce mot, mais ça fait partie du processus quand on a un enfant. Et puis, quand on se confronte au handicap, bah, ce deuil se trouve, ce fantasme se trouve brisé, et il y a un deuil à faire, où on va tout doucement accompagner le parent dans cette acceptation que oui, mon enfant est différent.
et qu'il n'aura pas le même parcours que les enfants de mon entourage ou que ses frères et sœurs. Ce sera un autre parcours. Souvent, la différence, ça fait peur parce qu'on ne connaît pas. Ça ne veut pas dire que le parcours sera moins bien, mais qu'il sera différent. Et voilà, il y a tout un travail d'acceptation de la différence. Ça, c'est très, très difficile aussi. Euh, voilà, euh, il y a un deuil de ce rêve parental. Voilà. Mon enfant ne sera pas comme les autres et je ne serai pas le même parent que mes voisins, que le parent que je suis pour mes autres enfants. Voilà, c'est un rêve qui est vraiment perturbé, ébranlé. Et il y a un vrai travail à faire et c'est ça qui est très intéressant parce que on, on y arrive. Et voilà, quand on accompagne ses parents, quand il y a une prise en charge globale, multiple, et ben on y arrive. Et ses parents y arrivent. Ses parents arrivent à se dire, OK, bah, j'accepte d'être un parent différent que ce que j'aurais aimé être, ou ce que j'aurais rêvé être, ou ce que je suis pour les autres. Mais ce qui est difficile aussi, c'est vrai que c'est une blessure pour les parents qui se réactive au quotidien. C'est pas quelque chose d'éphémère où voilà, on annonce un handicap un jour et puis on passe à autre chose le lendemain. Non, lui, le parent, il va se confronter à cette différence, à ce handicap tous les jours, notamment parce qu'il va être lui-même le porte-parole du handicap de son enfant. C'est lui qui va devoir annoncer aux grands-parents, aux frères et sœurs, à la famille, aux amis. Il n'y a que lui. Ce n'est pas les médecins qui vont venir annoncer à toute la famille. C'est le parent lui-même qui va devoir trouver les mots, qui va devoir trouver la force de l'annoncer. Et cette annonce, bah, en lui, elle va réactiver constamment ce deuil et cette blessure. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est vraiment difficile. C'est une blessure qui est aussi réactivée à chaque grande étape du développement de l'enfant. Voilà. Un enfant voilà, qui a un handicap de naissance, et bah oui, il va marcher plus tard. Il va se développer, et s'il écrit, s'il lit, tout sera vraiment décalé. Et pendant les grandes étapes attendues, hein, qu'on attend d'un enfant, et ben on voit que la blessure, elle revient et que c'est hyper difficile. Alors, donc je vous ai parlé de la sidération, je vous ai parlé de la culpabilité. Il y a toutes les... Vous m'entendez bien? Parfait. Voilà, il y a beaucoup d'injustice. Hein. Les parents parlent beaucoup de l'injustice qu'ils ressentent. Pourquoi lui, pourquoi mon enfant, c'est pas juste, pourquoi pas les autres. Enfin, voilà, il y a des propos, même parfois, même les parents eux-mêmes s'étonnent de pouvoir verbaliser des choses aussi difficiles. Pourquoi lui et pas les autres? Alors qu'il s'agit, les autres, c'est leurs enfants aussi. Mais voilà, bah pourquoi pas sa sœur, elle aurait pu encaisser ça parce qu'elle est beaucoup plus forte. Donc, des propos, alors que nous, enfin, très, très violents, et même eux, parfois, se rendent compte de leur propre violence, et c'est très difficile. Donc, il y a cette injustice, il y a cette révolte. Voilà, des parents sont très en colère contre la vie, contre eux, contre leurs enfants, même parfois contre leurs propres enfants en situation de handicap. Parfois, ils ne supportent plus. Hein, voilà, et quand l'enfant est à la maison tout le temps, c'est plus tolérable, c'est plus supportable. Donc, ils demandent de l'aide. C'est souvent à ce moment-là qu'ils demandent de l'aide, d'ailleurs, rarement avant, sauf quand ils sont suivis dans un autre processus. Mais l'aide, elle arrive souvent voilà, quand il y a un trop-plein, quand ils sont en train de craquer et qu'ils sentent qu'ils sont en train de craquer. Et ben à ce moment-là, ils vont tirer la sonnette d'alarme et ils vont aller chercher de l'aide à l'extérieur. Voilà, on observe aussi très souvent une peur de ne pas pouvoir faire face, un sentiment d'incompétence, parce qu'il faut des compétences physiques. Parfois, il faut pouvoir être solide physiquement, porter son enfant. Alors, quand il est petit, ça va, mais un enfant, ça grandit. Donc, il y a vraiment cette peur de ne pas pouvoir y arriver.
Et il y a, moi, une peur que je constate au quotidien, c'est la peur de vieillir pour les parents. Qu'est-ce qui va arriver de notre enfant? Qu'est-ce qui va advenir de lui quand on ne sera plus en capacité, quand on ne sera plus là, hein, qu'est-ce qui va se passer pour lui? On ne veut pas que la responsabilité retombe sur ses frères et sœurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment il peut être protégé financièrement? Comment il peut être protégé physiquement? Et ça, c'est des vraies questions. Donc, il y a des choses à faire pour ça. Voilà, il faut en discuter avant. Il peut y avoir un projet d'institution, même si c'est souvent très difficile d'évoquer ce projet-là, mais ça peut être une manière de rassurer tout le monde. Et il peut y avoir même des mesures de protection financière. On sait que voilà, au jour du décès des parents, eh ben, l'enfant est protégé. Et ça se fait avec un notaire, avec un mandataire judiciaire, et l'enfant est protégé. Et tout de suite, ça rassure les parents. Déjà, ne serait-ce que de le savoir, que ça existe, ben, ça les rassure. Euh, donc, voilà, pour en revenir à ce parcours de proche aidant, chaque parent aura son rythme. Chaque parent va pouvoir aussi apprendre à se connaître et apprendre à mobiliser des ressources qu'il ne soupçonnait pas en lui. C'est un peu une nouvelle personne qui va apparaître avec des nouvelles ressources et ça va être de grandes richesses pour les parents qui vont pouvoir s'appuyer sur ça et ça va leur permettre d'intégrer, d'accueillir tant bien que mal le handicap de leur enfant. Voilà, et au bout du chemin, l'idée, c'est vraiment de pouvoir voir un enfant, son enfant, et pas que le handicap, même si on n'est pas dans le monde des bisounours et on sait très bien que le handicap, c'est lourd, quoi qu'il en soit, mais de voir autre chose aussi. Et voilà, l'entourage, de toute façon, c'est essentiel pour l'enfant. L'enfant, un enfant quel qu'il soit, hein, il doit pouvoir s'attacher et s'appuyer sur ses figures d'attachement, donc ses parents, pour grandir en sécurité, pour pouvoir s'épanouir. Et un enfant en situation de handicap, encore plus. Et c'est aussi ce qui est très difficile pour les parents, parce qu'on leur demande à l'annonce de handicap, très vite, on leur demande d'avoir les idées claires. Allez, on se remet, ça y est, on vous a annoncé le truc. Allez-y maintenant, prenez votre enfant en charge, cherchez des trucs, cherchez des structures. Ils sont tout seuls. Eux, ils sont avec leur peine et même avant la peine, la sidération complètement. Et on leur demande d'aller au front et de chercher des solutions. Personne ne leur apportera les solutions sur un plateau. C'est aux parents de faire ça. Sauf que le parent ne peut pas faire ça. Il est complètement démuni à ce moment-là. Il n'a même pas le temps de vivre sa peine, d'encaisser ce qu'il est en train de vivre. Il doit déjà mettre tout un tas de choses en place. Et ça, ce n'est pas possible. Et moi, c'est là où j'interviens et où je pense que c'est précieux d'intervenir à ce moment-là, c'est de dire aux parents, mais vous avez le droit de vous effondrer. Vous avez le droit d'aller très mal. Vous avez le droit de pleurer toutes les larmes de votre corps si vous en avez besoin. C'est même une étape fondamentale, d'ailleurs. Et viendra le temps après de mettre des choses en place et de réfléchir. Mais là, juste, vous ne pouvez pas réfléchir. Ce n'est pas possible. Donc, arrêtez-vous, prenez le temps d'aller mal, d'aller très mal, et de vous relever tout doucement. Et quand vous serez un petit peu relevé, eh ben, il y aura des choses qui se mettront en place. Mais voilà, je pense que cette période d'effondrement, elle est plus que nécessaire. Et au sein d'un couple également, on voit beaucoup de répercussions au sein d'un couple. Et c'est souvent des évolutions qui ne sont pas très synchro. Et c'est pas grave, hein, chacun aura son rythme, mais l'idée c'est que dans le couple on puisse communiquer, dire que ça va pas, dire qu'on n'y arrive pas, dire qu'on a plus ou moins de rapidité dans l'évolution que l'autre, et à ce moment-là il y aura moins de dégâts
que s'il n'y a pas de communication. Donc, on a parlé de l'entourage, la fratrie. Voilà. Moi, je reçois aussi pas mal de frères et sœurs. Et c'est souvent les grands oubliés de l'histoire du handicap. On considère l'enfant, bien sûr, on considère le parent, mais les frères et sœurs beaucoup moins, alors que voilà, ils ont une place hyper importante. Ils subissent beaucoup des répercussions du handicap. D'abord, les autres enfants souffrent de voir leurs parents malheureux. C'est terrible pour eux de voir ça, leurs parents pleurer, leurs parents ravagés par cette annonce. Et ça, c'est très, très difficile pour eux. Ils se sentent impuissants, démunis, ils ne peuvent rien y faire. Coupables, eux aussi, d'ailleurs. Et il y a un vrai retentissement sur la construction du lien aussi entre les enfants, entre le frère et la sœur et l'enfant et son handicap. Donc voilà, il y a vraiment toute une clinique autour des jeunes aidants et de la fratrie. Et c'est très important qu'ils soient eux-mêmes suivis s'ils le désirent, hein, si c'est important pour eux, qu'il y ait un espace de parole. Alors ça peut être un suivi psy, mais pas que. Ça peut être une association. Il y a une association qui s'appelle l'association JAD, qui est vraiment dédiée aux jeunes aidants, donc aux frères et sœurs, et qui propose des sorties, des activités. Alors voilà, c'est pas comme les groupes de parole pour les adultes, tout ça, mais c'est sous un autre format, un truc beaucoup plus ludique et je trouve je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà pour l'entourage. Maintenant, ce qui me tenait à cœur, c'est voilà, de vous parler un petit peu aussi de tous les outils, de tout ce qui peut aider dans ce long parcours d'aidant. Et je crois, selon ma pratique, que ce qui aide le plus, c'est de se retrouver, de partager des moments entre parents qui vivent à peu près les mêmes situations. Donc, peu importe après le handicap, hein, mais voilà, d'avoir un enfant comme ça en souffrance ou d'avoir un enfant qui vit un handicap et de se retrouver entre parents. Alors, ça peut prendre différents aspects. Nous, au CASIP, on organise des groupes de parole un peu spécifiques. On organise un café des aidants chaque mois et ils se retrouvent comme ça autour d'un... Alors, on essaye de faire un truc très sympa avec du café, des gâteaux, voilà, un truc un peu qui change un peu et chaleureux. Et c'est vraiment un moment apprécié voilà, de se retrouver. C'est souvent un cap très difficile à franchir parce que de se dire, OK, je vais aller là, je vais aller dans ce groupe-là, c'est quelque part accepter qu'on fait partie aussi de ce groupe-là et qu'on vit la même chose. Et donc oui, ce cap est difficile à franchir, mais une fois qu'il est franchi, on voit tout de suite que voilà, les gens se sentent à l'aise, ils retrouvent des personnes qui partagent le même quotidien qu'eux, ils ne sont pas jugés, et tout de suite, voilà, ça dédramatise la situation. Et même, on voit des parents qui arrivent même à se faire des blagues sur leur quotidien, qui est hyper difficile. Nous, on entend ça, on dit, mais voilà, mais ils arrivent à trouver voilà, de l'humour et c'est hyper réconfortant, quoi. Et quand on entend ça, on se dit bon, qu'on a un peu réussi sa mission. Voilà. Alors, pour le couple, et ça, je pense que c'est fondamental, c'est d'avoir du temps et de se consacrer du temps pour souffler, pour se retrouver, pour créer une force dont on va avoir besoin et sur laquelle il va falloir s'appuyer. Et ça, c'est voilà, hyper important de se consacrer ce temps-là, rien qu'à soi, même si c'est difficile. Mais c'est vital. Et voilà, à un niveau personnel, c'est un parcours où c'est un marathon. Donc, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas s'épuiser. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour soi. Il faut se dire qu'on va faire une activité, qu'on va déconnecter, on va recharger les batteries. Et tout ça dans l'optique de mieux redémarrer après.
Mais si on est constamment la tête dans le guidon, dans s'occuper de l'autre, dans le don de soi, ça ne tient pas. Les gens craquent encore plus vite. Il y a, voilà, il y a cet épuisement, il y a même cet agacement à l'être qu'on aide. Hein, alors que voilà, quand on fait un pas de côté de temps en temps, et ben on voit que cet épuisement est un peu moins, un peu plus léger et que le parent va avoir un autre regard sur son enfant. Et puis, bien entendu, on ne va pas se le cacher, ceux qui aident, c'est les aides financières. Parce que voilà, un enfant en situation de handicap, c'est financièrement très, 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 très coûteux et qu'il est souvent impossible de pouvoir pourvoir à tous ces besoins financiers. Donc, il y a des aides qui existent, notamment en passant par la MDPH, donc la Maison départementale pour le handicap. Et ça, voilà, tout dépend du département où chacun habite, mais vous vous adressez à la MDPH de votre département. Il faut remplir un dossier assez long. Et puis, à un moment, on vous demande voilà, ce à quoi vous pouvez, ce dont à quoi vous pouvez avoir besoin. Et là, il faut y aller, il faut tout mettre. Il ne faut pas hésiter. Et puis, eux, après, ils font le tri. Mais moi, si je peux vous donner un petit conseil, c'est vraiment de mettre le plus d'institutions, si vous cherchez des institutions, le plus d'aides financières auxquelles vous pouvez prétendre, parce que voilà, vous en avez besoin et c'est pas du luxe. Il y a différentes, voilà, pour juste vous donner quelques petits exemples de ce qui existe. Il y a des allocations dédiées à l'éducation, donc qui vous permettent, je sais pas, de financer une AESH pour une aide à l'école. Il y a des aides techniques pour l'aménagement du logement, donc s'il y a besoin de, je sais pas, de refaire une salle de bain, de refaire une chambre, la MDPH peut financer. Et il y a la PCH, donc c'est un financement pour une aide humaine à la maison. Donc si l'enfant a besoin d'être assisté à la maison, d'avoir une aide, et ben cette aide, la PCH peut vous aider à financer. Voilà, la MDPH, c'est long, il faut beaucoup de patience. Hein. Une fois que vous déposez le dossier, il y a entre 6 et 9 mois avant l'instruction et la réponse, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que voilà, ce sont des aides auxquelles vous pouvez avoir droit et c'est très précieux et c'est un petit soulagement dans tout ce parcours-là. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce grand sujet qu'est les danses, mais ça pourrait encore durer des heures. Merci beaucoup, Déborah. C'est très enrichissant, c'est très concret, très professionnel. Tu es spécialiste dans ce domaine vu que Oui. tu pratiques au quotidien avec eux, tu es confrontée avec eux tous les jours. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça que et c'est cette expérience qui est très riche. C'est que, voilà, à force de recueillir des témoignages, d'écouter des gens se déverser et raconter leur quotidien, on arrive à avoir cette expérience et ce regard qui peut aider d'autres personnes. D'accord. Si des parents me demandent, est-ce que je peux transférer ton adresse mail? Bien sûr, bien sûr. Oui, tout Voilà. à fait. D'accord. Je vais pouvoir transférer ton adresse mail. Est-ce que Marcel, alors je vais te réactiver le micro, est-ce que tu voudrais poser une question? Oui, bonsoir Yardena, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Eh bien, écoutez, c'est un cours que je dois dire que j'ai écouté avec une grosse angoisse, pour lequel je me suis forcée à écouter parce que c'est un sujet qui est très lourd et que autant il est facile pour nous d'accompagner des parents âgés en situation de handicap
vers leur dernière demeure, si on veut dire ça, autant je trouve insupportable l'idée d'accompagner un enfant en pleine jeunesse qui pourrait être normal et qui malheureusement, pour des raisons qu'on ne comprend pas, n'est pas normal. Même pour un enfant qui peut par la suite déclencher quelque chose. Je sais que pour les parents, c'est une épreuve extrêmement difficile et pour moi, elle me semble insurmontable. Donc, j'ai écouté avec intérêt votre cours et puis vous l'avez super bien présenté, de façon très cool. Les aides, oui, effectivement, il y en a beaucoup. J'en connais un petit peu parce que j'ai accompagné mes parents. Donc, vous avez raison d'insister sur le fait que les aides sont très importantes pour les aidants et pour les malades. Et puis, c'est vrai qu'il faudrait peut-être indiquer aux autres personnes vers qui s'orienter parce que la MDPH ne vous donne pas tout. Et il faudrait juste ajouter que le médecin généraliste joue un rôle très important pour ces orientations, pour orienter les gens. Parce qu'ils connaissent plein de choses, enfin, ils ont plein d'informations. Et je pense que enfin, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. En fait, le généraliste de mes parents m'a donné beaucoup d'indications pour obtenir les aides, pour remplir les dossiers, enfin voilà, je pense que c'est bien pour les personnes qui sont en réunion, qui sont concernées sur ce sujet, de leur dire que leur médecin généraliste est très bien informé et qui peut aussi les aider. Merci, voilà, merci. Sinon, merci pas de beaucoup questions. Pas de questions, c'était parfait. Merci à toi, Marcel. Je t'en prie, Ardena. Merci beaucoup. Écoute, merci Déborah. Ce rendez-vous mensuel que vous avez au CASIP, c'est intéressant pour les parents. Comment on fait pour leur indiquer cette réunion? Alors, est-ce que je peux t'envoyer, je vais t'envoyer par mail ma newsletter. Ouais, et en fait, c'est tout. Alors, normalement, tous les premiers lundis, nous aussi, c'est le lundi, tous les premiers lundis de chaque mois, il y a un thème différent à chaque fois. Donc, on envoie le planning pour l'année. Je vais te l'envoyer. Je te l'envoie demain. Et voilà, il faut s'inscrire avant. Mais voilà, c'est vraiment un rendez-vous sympa. Mais je t'enverrai tout par mail. Merci beaucoup, Déborah. Est-ce que tu aurais un livre qui t'a aidé à accueillir ces enfants tu sais, est-ce que tu aurais un livre ou quelque chose dans les médias? Il y a, alors ça va te faire rire, mais au CASIP, on organise tous les ans, une fois par an, la journée nationale des aidants, c'est en octobre. Et là, donc, au mois d'octobre dernier, on a organisé une. Et on fait appel à un intervenant à chaque fois. Et là, c'était une dame qui s'appelle Marina, qui a été elle-même aidante de ses parents, qui étaient sourds malentendants. Voilà, elle a vécu toute son enfance et son adolescence avec ces parents-là. Et elle a écrit un livre. Alors, c'est dans la collection Pour les nuls. Et ça s'appelle Proche aidant pour les nuls. Et alors, ça peut faire rire, mais c'est un livre hyper complet. Voilà, ça dédramatise aussi beaucoup la situation. C'est très bien expliqué. Voilà, c'est pas un truc scientifique où on comprend un mot sur deux. Là, c'est vraiment un truc très concret et je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Il s'appelle comment le livre, tu m'as dit, Déborah? Proche aidant pour les nuls. Ok, proche aidant pour les nuls. Magnifique. Merci infiniment pour ton expérience, de nous avoir partagé vraiment. C'était très, très construit, très riche et beaucoup de sens derrière. Tant mieux. J'espère que voilà, ça aidera des parents et
pourquoi pas, hein, c'est Merci beaucoup, l'intérêt. Déborah. Merci à toi. Replay. Merci, Marcel, d'être là. À bientôt, tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.